Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max, et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue dans ce 20e épisode de la saison 4 de tranche de couple. épisode qui s'intitule comme chaque année à la même période, le Pride Podcast. Vous le savez si vous nous suivez depuis quelques saisons déjà, le mois de mai est l'occasion pour nous de vous proposer 2 podcasts plus thématiques autour de sujets qui nous sont chers. L'Union Européenne, le dernier podcast, nous avons fait donc l'épisode 19, Europodcast, et aujourd'hui l'épisode 20, Pride Podcast, puisque traditionnellement aux États-Unis, le mois de juin, c'est le mois de la Pride, le Pride Month. On a décidé, nous, comme un peu chaque année, de l'avancer un peu, puisque ce samedi 20 mai, c'était la Pride à Bruxelles, qui est une Pride importante sur la scène européenne. C'est la première Pride des capitales européennes, Exactement. je crois. On y reviendra, ne fais pas de spoiler. Absolument. Et comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche, le chiffre de couple, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail, tranchedecouple@gmail.com. Enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Max, on commence avec un sujet d'actu. 10 ans du mariage pour tous en France. Oui, alors on vous en a déjà un petit peu parlé dans l'actu de notre précédent podcast que nous on avait enregistré le 23 avril 2023, Mais nous, qui on s'en était lasse pas. le jour du vote de la loi. Mais cette loi, elle a été promulguée, donc elle est rentrée en vigueur le 17 mai 2013. Et donc, voilà, une date importante. On y reviendra aussi parce que le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, quel bilan tire-t-on de ces 10 ans du mariage pour tous en France ? On a trouvé quelques chiffres du coup dans des articles de presse. Eh bien, depuis le 17 mai 2013, il y a eu 70 000 unions de couples de même sexe. Donc c'est quand même pas mal. Et puis la loi de 2013, elle concerne aussi le droit à l'adoption. Et alors en 10 ans, l'association des parents gays et lesbiens estime qu'il y a eu environ 200 adoptions par des couples de même sexe sur un total de 14 000. C'est pas beaucoup quand même. Le ratio est limité. Alors que pour vous donner une idée, on nous a dit qu'en Belgique, c'était à peu près une adoption sur 2 qui était réalisée par un couple homo. Alors depuis 2013, il y a aussi eu de nombreux pays qui ont ouvert le mariage aux couples de même sexe. Donc 20 nouveaux pays ont permis à tous les couples, sans distinction d'orientation sexuelle, de se marier. Alors on a eu le dernier en date qui est Andorre, qui a voté l'ouverture du mariage et l'adoption Ça aux va couples de même changer sexe fondamentalement la face du monde. le 17 février 2023. Mais pour les couples qui habitent Andorre, c'est quand même un changement qui n'est pas négligeable. Il y a des gens qui habitaient en Andorre. Et puis avant cela, en octobre 2022, c'est le dernier pays de l'Union européenne, c'était la Slovénie, premier État d'Europe de l'Est à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Alors, on peut quand même... Je parle du premier État d'Europe de l'Est parce qu'en réalité, effectivement, quand on regarde la carte de l'Union européenne, c'est plutôt les pays à l'ouest de l'Europe qui ont ouvert le mariage à tous les couples. Il en manque quand même 2 gros, l'Italie et la Grèce. Voilà. Mais les choses bougent aussi à l'extérieur à faire des bruitages des frontières de l'Union européenne, puisque le 16 mai 2023, la Cour suprême de la Namibie a accepté de reconnaître les mariages de couples de même sexe conclus à l'étranger, ce qui permet d'offrir une égalité de traitement avec les couples hétéros mariés à des conjoints étrangers. Une bonne nouvelle pour l'égalité. Par ailleurs, on peut noter qu'un des tout premier pays asiatique à faire cette démarche, c'était Taïwan en mai 2019. Ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais c'est vraiment le premier pays du sud-est asiatique à faire cette démarche. Et puis, il y a dans beaucoup d'autres pays des disputes, notamment devant les tribunaux, en place pour faire reconnaître ou pas reconnaître le mariage homosexuel. Je pense notamment à l'Inde, qui est un grand pays qui a dépénalisé récemment l'homosexualité, mais où il y a
des requêtes qui ont été faites auprès des cours suprêmes indiennes pour faire reconnaître le mariage homosexuel. Voilà, on espère l'année prochaine avoir Mais le bonnes nouvelles. gouvernement indien s'est opposé Mais à le cette gouvernement s'y est évolution. opposé. Mais À la Cour voir. pourrait, à voir comment ça se passera. Merci Max pour ce petit tour de ce qui s'est passé depuis 2013. Alors tout ça c'est plutôt des bonnes nouvelles, mais tout n'est pas si rose, on va pas se mentir, et ça va pas être un podcast forcément très drôle en tout cas pour cette partie-là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent qui nous interpellent. Oui, alors si on reste en France, on voulait aussi vous parler du rapport 2023 de SOS Homophobie qui a été rendu public le 17 mai dernier. Ce rapport dit qu'en 2022, une personne LGBTQIA+, était agressée physiquement tous les 2 jours, ce qui correspond à 1506 signalements relatifs à des situations de haine homophobe ou transphobe. Alors ça montre bien que malheureusement, on a quand même un ancrage qui reste important de l'homophobie et de la transphobie, malgré le fait que les mentalités évoluent. Et quand on regarde ces chiffres, en fait, c'est probablement que la face visible de l'iceberg, parce que pour de nombreuses personnes qui sont victimes de ces situations de haine, elles ne les déclarent pas forcément, soit parce que elles n'assument pas leur homosexualité, et donc c'est pas quelque chose dont elles se sentent d'aller déclarer qu'elles ont été victimes, soit même qu'elles ne finalement se sentent même pas victimes parce que Elles se disent que c'est tout, mais ça doit pas être ça. Voilà, comme elles pensent pas être homo, du coup elles s'autorisent pas à se sentir comme des victimes. Alors le rapport dit notamment que à l'école, il y a des enfants qui continuent à être harcelés quotidiennement en raison de leur orientation sexuelle et ou de leur identité de genre supposée par leurs camarades de classe. Et je pense que tous, on a ces expériences dans les cours d'école, au collège notamment, au primaire, au lycée, où il peut y avoir vraiment des insultes assez violentes. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il y a aussi des personnels de l'éducation qui sont à l'origine de ces violences et de ces harcèlements, et des familles, bien sûr. Alors les agressions physiques homophobes sont également en hausse de 28% entre 2021 et 2022, ce qui est quand même une évolution très préoccupante. Et on a eu encore récemment malheureusement de nombreux, ce que certains appellent des faits divers, de nombreux exemples. Alors on a choisi d'en mettre un en avant. Le 12 mai dernier, à Dijon, il y avait 2 amis qui sortaient d'un restaurant, qui ont décidé d'aller se balader près d'un lac voisin. Et je dis bien 2 amis, qui tombent sur un homme cagoulé qui leur porte plusieurs coups de couteau en les insultant, en criant « mort aux pédérastes », violence complètement gratuite. Résultat, 7 jours d'interruption totale de travail pour chaque victime qui a reçu plusieurs coups de couteau. C'est un témoignage poignant qui fait état d'une triste réalité dans notre pays. Voilà, c'est pas simplement quelques insultes par-ci par-là, des PD qu'on entend un peu partout. Non, c'est l'homophobie du quotidien. Voilà. Malheureusement. Alors, on va faire un lien avec l'exemple suivant, Guillaume, parce que un des endroits où on entend ces insultes homophobes, c'est aussi dans les environnements sportifs. Et notamment le football, on ne va pas se mentir. On voit qu'il y a encore du chemin. On a souvent parlé de relations complexes entre le sport et les personnes LGBTQIA+, et plus particulièrement via le prisme des campagnes contre l'homophobie. Exemple récent encore, à l'aune de la journée de lutte contre l'homophobie organisée par la Fédération française de foot, les samedis 13 et dimanche 14 mai dernier, dans le cadre des journées notamment de Ligue 1 et de Ligue 2, et où il était simplement demandé aux joueurs de porter un maillot reprenant autour des numéros des flocages arc-en-ciel. Certains ont préféré ne pas jouer, mettant selon les mots de leurs équipes, ces mêmes équipes en danger. Et le pire, c'est peut-être les remarques de certains entraîneurs ou directeurs sportifs qui préfèrent blâmer la date,
en disant que certaines équipes jouent leur survie à ce moment-là de l'année et oublient donc que la survie, en réalité, elle se joue en théorie toute l'année et pas seulement au mai et juin, et que les équipes qui sont dans la merde, mais qui survivent en mai et juin auraient peut-être pu faire mieux pendant les 8 derniers mois ou prendre d'autres décisions. Oui, je suis un peu vache. Non, puis en plus, si on le fait le 17 mai, c'est parce qu'il y a une symbolique oui, à le faire le 17 mai. Non, mais c'est pour ça que... Et donc dire oui, vous pourriez le faire en septembre quand ça compte moins, c'est absurde. On est absolument d'accord. Par ailleurs, certains de ces joueurs clamant que ce serait contraire, je cite, à leurs valeurs, ils ne le précisent pas, mais ce sont des valeurs religieuses évidemment, ils n'ont aucun problème quand il s'agit de porter le logo d'une bière de mauvaise valois, enfin une bière dégueulasse, quoi, ou d'une boîte de paris sportifs interdit en principe par la dite religion sur leur maillot. Vous avez dit indignation à géométrie variable, et bien la mienne, elle ne l'est pas, et je suis réellement indigné. Et sauf que là, il est question de la sécurité et de la santé mentale et physique de personnes. Sachant qu'en plus, c'est une réalité que ces gens-là vivent au quotidien et pas seulement le 17 mai. Absolument. Et donc aller dire que ce serait peut-être mieux de le faire un autre jour ou un autre truc. Voilà. Et on a quand même aussi pu entendre des arguments absolument scandaleux disant que finalement cette journée c'était faire la promotion de l'homosexualité alors que non, il s'agit juste de dénoncer les actes homophobes. Tout à fait. Non, c'est tout à fait ça. Et puis donc, bref, c'est toujours une minorité de joueurs qui sont concernés. Alors, ces joueurs seront, selon les clubs, sanctionnés, notamment avec des sanctions financières. Pour autant, les clubs ont annoncé qu'ils ne seraient pas sanctionnés sportivement. Ils continueraient à jouer pour les 3 dernières journées du championnat de France. Le club précise que les sanctions financières seraient intégralement reversées à AS Homophobie, le FC Nantes, donc en l'occurrence. J'ai envie de dire encore heureux. Ça me donne envie de parler aussi de ce livre qui est sorti en 2021 de Wissem Belgacem, un ancien espoir du football qui était notamment au centre de formation du Toulouse Football Club avant de mettre un terme à sa carrière qui n'avait pas encore vraiment commencé parce qu'il n'arrivait pas à faire la part des choses entre son homosexualité et l'homophobie présente au quotidien. Lui-même a écrit dans un article du Monde qu'une partie des instances du football français n'a pas envie de prendre le problème à bras-le-corps. Et c'est un peu ce qu'on voit quand on voit que le comité national d'éthique de la Fédération française de football a décidé de ne pas saisir la commission de discipline suite à ces agissements des joueurs, mais a simplement publié une lettre ouverte pour expliquer qu'en s'excluant d'une initiative nationale de lutte contre l'homophobie, ces joueurs doivent prendre conscience qu'ils font penser que certaines orientations sexuelles sont moins acceptables que d'autres, et ce faisant, même s'ils n'en ont pas conscience, ils se rendent complices des comportements homophobes. On aurait pu apprécier qu'il précise aussi les conséquences que peut avoir l'homophobie au quotidien pour tout un chacun qui se sent concerné. Et puis, pour terminer sur une note française, quand on entend la députée des Républicains, évidemment, qui d'autre, Anne-Laure Blin, affirmer que chacun vive comme il souhaite vivre, mais qu'on n'impose pas la bien-pensance et qu'on fasse des campagnes de promotion de l'homosexualité alors qu'avant les homos étaient discrets, sick. Bon, évidemment, c'était sur CNews aussi, #TV Poubelle, mais quand même. Je ne sais pas quoi dire. Heureusement que je suis assis parce que ça me scandalise. On reste bouche bée. Je crois qu'il n'y a rien à dire, mais ça vous dit dans quel état ce genre d'information nous met un peu. Et pourquoi est-ce que c'est aussi pour nous important, et j'y reviendrai, de mettre en valeur, de nous mettre en valeur, et je ne sais pas si on fait la promotion de l'homosexualité, mais en tout cas, on fait la promotion du fait de pouvoir vivre en sécurité chez soi, dans son pays, et de pouvoir vivre aussi avec une santé mentale correcte et en pleine conscience de soi-même. Non, je pense que il n'y a aucune raison. Ce podcast, c'est simplement pour montrer que ce qu'est aussi la réalité d'un couple de garçons qui s'aiment et finalement. Il y a un superbe hashtag ou un super mot qui dit l'amour c'est l'amour, quelles que soient les formes d'amour, c'est ça. Et malheureusement, on a aussi beaucoup. Même si on vous raconte que la vie n'est pas toute rose en France ou en Europe, on a quand même des conditions qui sont autrement plus favorables que dans d'autres parties du monde, n'est-ce pas Guillaume ? Absolument, et effectivement, puisqu'on va terminer notre rubrique Actu, qui était
je crois, raisonnablement longue déjà, avec un petit tour du monde ailleurs qu'en France. Non, c'est pas tout rose, on va pas se mentir de nouveau, on vous l'a déjà indiqué. Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent, comme dirait Benabar, enfin presque. Si on prend par exemple une nouvelle qui nous vient de Tanzanie, où un homme a été condamné à 30 ans de prison pour avoir, sans mauvais jeu de mots, violé la loi sur la sodomie, qui criminalise notamment, oui, je suis désolé, les relations considérées comme des offenses contre nature, ainsi que les pratiques indécentes entre hommes. Et on ne parle pas de tricot ici. On n'est pas rendu et on salue le courage dans ces pays des militants LGBTQIA+, sur place qui luttent au péril sinon de leur vie, au moins de leur liberté, pour plus de tolérance et d'acceptation dans les sociétés où c'est clairement compliqué, voire dangereux. Plus proche de nous, Max, tu veux peut-être nous parler de ce qui se passe à Londres ? Oui, alors à Londres, c'est hallucinant. Il y a le propriétaire d'un hôtel qui est devant la justice parce que, propriétaire de plusieurs établissements hôteliers, parce qu'il aurait donné des consignes pour ne pas engager de manager gay pour ses hôtels. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est mis en cause. Il a aussi, avec 2 de ses collaborateurs, harcelé verbalement plusieurs employés, dont une espagnole qu'ils appelaient la lesbienne espagnole. Entre autres mots qu'on ne vous traduira pas ici. C'est juste hallucinant que, à nouveau, on se dit, Londres, un grand pays où les choses sont très ouvertes, tout ça. Non, il y a aussi ces comportements et qu'il faut dénoncer. On n'accepterait pas qu'on puisse avoir des demandes d'avoir des employés, de ne recruter que des blancs et pas des gens de couleur, de recruter que des personnes valides et pas de personnes avec un handicap. Et c'est la même chose quand il s'agit d'orientation sexuelle. Non pas que les personnes affichent tout ça, mais c'est juste hallucinant qu'on puisse avoir de telles consignes. Absolument, merci Max. Et puis pour parler de pays prétendument civilisés, on va maintenant se diriger vers les États-Unis et plus précisément vers la Floride, où c'est le blackout total pour les personnes LGBTQIA+, devant la persistance des autorités politiques ultra-conservatrices menées par le républicain Ron DeSantis, qui s'attaque également désormais aux minorités raciales et en particulier les Africains-Américains. Après avoir interdit dans les écoles de prévoir des activités en lien avec notamment la prévention du suicide chez les LGBT, toute activité liée en tout cas directement notamment à ce que eux qualifient de promotion de l'homosexualité. Ça vous rappellera notre dernier sujet sur la Hongrie, d'ailleurs, il y a quelques semaines de ça, décidément. On aurait pu en parler ici aussi, finalement, mais je vous encourage à réécouter à ce sujet notre épisode 18 qui en parlait. Bref, les universités sont également touchées et un certain nombre de sujets, notamment liés à la question du genre ou du woke, alors là je fais des guillemets, ont été bonnement et simplement interdits de citer dans les universités de l'État. Des livres, des séries ou des films de partout, pour tous les âges, sont censurés lorsqu'ils reprennent notamment des personnages gays ou parlent de près ou de loin d'une forme d'homosexualité. Telle l'Arabie Saoudite, une inquiétante dérive qui pourrait bien mettre la Floride donc au niveau de n'importe quel pays, notamment africain en matière de droits de l'homme et de droits des LGBT. Une affaire à suivre, mais on n'est pas vraiment rassuré. Bon, et puis, on vous a pas parlé non plus du traitement des LGBT en Afghanistan, ou au Yémen, en Syrie. Non, mais on en a parlé l'année dernière de ça, voilà. En même temps qu'on a parlé du traitement des LGBT en Ukraine. Donc voilà, chaque année malheureusement a son lot de nouvelles, on priorise, mais non, évidemment exactement. Ça ne veut pas dire qu'il y a que certains sont mieux que d'autres, c'est juste que non, on choisit nos sujets. Et on vous parle aussi régulièrement de nos engagements, notamment du rôle des structures d'accueil des réfugiés LGBTQIA+, qui arrivent en Europe parce que, sinon, ils risquent leur vie dans les pays où ils habitent. Et voilà, c'est toujours aussi important. Et je voulais simplement le mentionner avant qu'on passe au point Belgitude, Guillaume. Absolument, Max. Un point Belgitude. Alors, un point Belgitude un
peu plus positif quand même que les points qu'on a développés jusqu'à maintenant, puisque selon le classement ILGA Europe, l'organisation parapluie des différentes organisations nationales LGBTQIA+, la Belgique pointe cette année à la 2e place du classement. Après avoir en effet inclus les discriminations contre l'identité de genre et les caractéristiques sexuelles comme des facteurs aggravants dans le code pénal, le Royaume a obtenu 4 points supplémentaires par rapport à l'année dernière dans ce classement de l'ILGA Europe, comme je vous le disais, la coupole des organisations européennes. Après plusieurs années à cette même 2e place, l'an dernier avait vu la Belgique perdre une place au profit du Danemark, retrouvé notamment, comme on vous l'a dit, grâce à l'inclusion dans le calcul des discriminations contre l'identité de genre et des caractéristiques sexuelles. L'ONG dénonce cependant les discours de certains politiques, notamment du Vlaams Belang, le parti nationaliste, ultranationaliste, que dis-je, flamand, qui évoque une idéologie de genre forcée sur des personnes normales, ou les questions du wokisme, je mets encore des grands guillemets avec mes petits doigts. Elle note par ailleurs qu'aucune interdiction n'a encore été formulée contre les opérations sur les mineurs intersexes non consentants. De notre côté, on est plus que jamais convaincu que ce pays, même si tout n'est pas parfait, est en route pour devenir, on l'espère très vite, ce qu'on appelle un safe space, un espace de sécurité pour les personnes LGBTQIA+. Ça compte, et on a d'ailleurs été très heureux de troquer le traditionnel drapeau européen qu'on met au mois de mai sur notre balcon pour un beau drapeau LGBTQIA. Alors je ne sais pas s'il est plus parce qu'on a pris la version de 2022 et pas la version de 2023, mais on vous postera peut-être une photo sur nos réseaux sociaux de la maison parce qu'on est heureux que ce drapeau soit là et c'est la première fois qu'on le met et c'est quelque chose qui était aussi important pour nous. Exactement, merci Guillaume. Et ça nous fait une belle transition pour notre rubrique vie de couple, puisqu'on ne l'a pas oublié celle-là. Alors le premier sujet, et c'est aussi en lien avec ceux qu'on a mentionnés, mais aussi parce que c'est une journée importante et qu'on a aussi mis en valeur sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu également sur d'autres profils, d'autres profils que vous suivez. C'est le 17 mai. La journée donc internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors je voulais juste simplement revenir d'abord pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que le 17 mai avait été choisi. En fait c'est une date symbolique parce que c'est le jour, donc le 17 mai 1990, 1990 pour les Belges, lorsque l'Organisation mondiale de la santé a décidé de retirer l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Donc vous voyez, ça fait pas si longtemps que ça en fait, mais c'est important. Alors l'objectif de cette journée, c'est d'afficher haut et fort que les discriminations et les violences à l'égard des personnes LGBTQIA+, ne sont pas acceptables. On en a parlé en lien avec cette journée contre l'homophobie dans le football. Guillaume en a parlé. On vous a parlé aussi du 17 mai lorsqu'on a mentionné la date de promulgation du mariage pour tous en France en 2013. On voulait aussi faire un petit clin d'œil à une initiative de France 2 pour le 17 mai 2023, parce que j'ai eu l'occasion, malheureusement Guillaume travaillait, mais de voir un magnifique documentaire qui s'appelle « Être homo en France aujourd'hui », qui a été diffusé par France 2 justement le 17 mai. Je vous rassure, j'aurai tout le temps de le regarder cette semaine, le soir quand Max ne sera pas là. Et voilà, chacun son tour. Et donc, c'était un documentaire qui finalement croisait les regards de différentes générations, qui montrait à partir, on va dire, d'adolescents, jeunes adultes, jusqu'à des personnes en retraite, qui montraient aussi les différences, les différentes expériences, montrant qu'il y avait toujours cette phase au départ un petit peu d'identification du fait qu'on était différent, de cette période d'acceptation de cette différence, cette reconnaissance du fait qu'on est homosexuel ou qu'on est différent, qu'on est LGBTQIA+, qu'on est lesbienne, qu'on peut être trans. Après cette acceptation, c'est aussi en parler à d'autres. C'est ce qu'on appelle le coming out, qui est toujours quelque chose de très personnel et qui va varier en fonction de chacun. Parfois, ce coming out, il est
entre guillemets volé par d'autres, hein, qui en fait annoncent aux autres que vous êtes homosexuel, alors que... Ça s'appelle l'outing, et on en a aussi déjà parlé d'ailleurs dans ce podcast dans le passé. Voilà, et puis... On a fait le tour d'un certain nombre de questions. Enfin, le tour, non, toujours pas, puisqu'il faut en reparler, mais... Voilà, mais c'est important aussi. Et après, de montrer comment on peut vivre en couple. Alors, il y a un aspect que ce reportage ne couvre pas parce qu'il est vraiment centré sur, finalement, la personne, son évolution, la difficulté. Il y a un beau témoignage de quelqu'un qui habite en banlieue. Et donc il dit aussi combien c'est difficile d'être homo, de s'affirmer quand on vit en banlieue en France aujourd'hui. Heureusement, l'année dernière, la France a interdit les thérapies de conversion, mais il y a une personne plus âgée qui raconte qu'elle a subi une thérapie de conversion avec tout ce que vous pouvez imaginer de plus pire. Voilà, c'est une partie du témoignage qui est très... qui est très dur à entendre, mais qui est important d'entendre. Et donc je disais, il y a une partie qui n'est pas couverte, c'est aussi que dans le fait de pouvoir vivre, s'épanouir en étant homo en France, c'est aussi possible. Le documentaire aborde pas non plus les couples qui font famille homoparentale. Il y a notamment Jean-Baptiste Marteau qui témoigne de son expérience personnelle. Malheureusement, il ne mentionne pas dans le reportage le fait que il a une jolie famille. Et donc, c'est un peu un acte manqué. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir dit. De montrer qu'aussi, finalement, on peut aussi fonder une famille quand on est homo. C'est quelque chose que peut-être certains oublient. Voilà, ça fait partie des choses qui sont possibles. Qui sont possibles en France. Et la loi sur de la bioéthique qui a permis d'ouvrir la PMA à toutes les femmes est notamment un exemple. Voilà. Et ça nous permet de rebondir d'ailleurs sur un petit sujet sur qu'est-ce qu'on a fait ce week-end, puisque ce week-end on était parisiens et je ne sais pas comment on dit, banlieusards finalement. On est allé dans ma famille voir mes grands-parents qui habitent à Palaiseau et puis voir ma petite sœur, ma petite nièce et ma maman. 4 générations qui étaient réunies sous le même toit, c'est toujours chouette. De voir ces quatre filles, dames, les unes à côté des autres, et de voir ce beau symbole. Et en parlant de ce week-end, on a terminé le week-end, on a passé un peu de temps chez des amis qui habitent un peu plus proches, qui habitent en proche banlieue parisienne. Et puis, on en a rencontré d'autres qui nous ont proposé d'aller à la Pride des familles, le Family Weekend, Pride Weekend, qui était organisé ce Family week-end. Pride Festival. Family Pride Festival, absolument. Organisé donc ce week-end à la Cité Fertile à Pantin. À Pantin, j'allais dire la Cité Radieuse, mais ça c'est autre chose, de Corbusier si tu m'entends. Un chouette lieu d'ailleurs qu'on a découvert. La Cité Fertile, pas la Cité Radieuse. Oui, c'est sûrement un très chouette lieu aussi, mais bref, tout ceci devient confusant. Donc, à la Cité Fertile, à Pantin, c'est une ancienne zone qui appartenait à la SNCF, notamment, je pense, de mécanique pour les trains, quelque chose comme ça. C'est juste à côté d'une grosse gare de triage notamment, et qui accueille un certain nombre d'événements tout au long de l'année, et notamment ce Family Pride Festival. C'est une occasion de visibilité aussi les familles homoparentales. Alors par famille, on peut entendre ça très largement. Je sais pas moi, c'est comme dans l'église finalement, la famille, ça commence avec une personne, 2 personnes, c'est aussi une famille, et puis 2 personnes et un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ce sont des familles. Et il y a plein de types de familles différents, et c'est un week-end qui est dédié à toutes les familles, mais en particulier aux familles homoparentales. Donc il y avait des chouettes initiatives. Il y avait notamment une fresque qui a été faite. Il y a des très belles images sur les réseaux sociaux aussi de cette fresque où on proposait aux gens de mettre la date de leur Pax, la date de leur mariage, la date où ils ont eu un enfant, une date spéciale pour eux, ou je sais pas, ils ont fait leur coming out par exemple. Et c'était très chouette de voir chacun se trouver sa place finalement dans cette frise et dans l'histoire.
Exactement, il y avait aussi une initiative pour que les enfants notamment puissent dessiner leur famille, donc ça c'est chouette. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur le site du collectif Famille qui est à l'origine de ce festival, avec de très très belles images sur les réseaux sociaux. Et puis c'est des familles qui dans la vie quotidienne rencontrent aussi pas mal de difficultés, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans de futurs podcasts, mais pour concevoir leurs enfants, pour faire reconnaître les enfants. Il y a des parcours qui sont très compliqués, que les lois récentes, notamment la loi bioéthique, notamment pour les couples homo, n'ont pas vraiment simplifié. Voilà, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, et puis on aurait peut-être l'occasion de vous en reparler. Et puis au niveau européen, c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps par la Commission européenne, qui a proposé en décembre 2022 qu'à minima les familles LGBTQIA+, reconnues dans un État, le soient partout en Europe. Donc c'est la reconnaissance finalement de la filiation établie partout dans l'Union européenne. Il y a encore du chemin à parcourir avant que ça puisse être adopté par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. On imagine qu'il puisse y avoir quelques réticences chez certains pays, par exemple la Hongrie ou la Pologne. Mais en tout cas, c'est important de mettre le sujet sur la table, et c'est important que ça soit un sujet de discussion. Voilà, un sujet qui nous tient à cœur, comme disait Guillaume. Et puis une fois encore, ce week-end, c'était, on vous l'a dit, la Pride à Bruxelles qui lance la saison des Pride en Europe. Le week-end du 20 mai, puisque c'était le week-end de la semaine dernière. Effectivement, comme disait Guillaume, c'est traditionnellement la Pride à Bruxelles, elle est organisée le week-end qui suit le 17 mai. C'est la Pride qui est la plus tôt. C'est toujours le week-end qui suit le 17 mai. Je note pour l'année prochaine déjà. On essaye de ne pas la rater, quoi. Oh mince. Non. Really? Là, on vient de se rendre compte qu'en fait, qu'on a calé ce week-end, un week-end à la Pentecôte l'année prochaine, et que la Pentecôte, ça tombe... Voilà, c'est un peu le problème quand la Pride tombe un long week-end, parce qu'en général, les longs week-ends, moi, on a je envie suis d'accord avec partir, les gens qui disent que je comprends pas pourquoi cette journée, c'est le 17 mai. Pourquoi on la fait pas un autre jour, hein. Voilà, merci Guillaume. Voilà, on remballe. On remballe, emballer, c'est pesé. Bonne soirée, messieurs, dames. Bref, donc, parlons de la Pride de Bruxelles, Guillaume, plutôt que de sa date. 150 000 personnes selon les organisateurs, un petit peu moins selon la police, qui ont noté quand même qu'il y avait des gens qui venaient et qui allaient. C'est un peu le principe de la Pride. Mais en tout cas, un grand moment de festivité, beaucoup de couleurs, beaucoup de musique. Ça a été très chouette. On a vu aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de belles photos. On était vraiment déçus de ne pas pouvoir être à Bruxelles ce week-end. Voilà, on vient d'en parler. Pas toujours facile quand c'est un long week-end. Donc la Pride, pourquoi est-ce que c'est important? Certains disent, nous les hétéros, on n'a pas la Pride. Parce que c'est la journée dans l'année où chacun peut faire la fête, être vraiment soi-même, ne pas craindre justement de subir des remarques, s'il met un peu de couleur, s'il est habillé comme ci, s'il a du vernis à ongles, tout ça. Elle, tout le monde. On est souvent invisible dans la société et c'est pas nécessairement qu'on a forcément besoin d'être en permanence visible, mais ça fait du bien aussi de pouvoir se retrouver avec d'autres qui partagent la même orientation sexuelle, ou en tout cas une bienveillance, parce que finalement la Pride, ça rassemble aussi beaucoup d'hétéros qui sont des alliés, qui sont des gens qui sont en soutien du fait que quelqu'un puisse être qui il est et en soutien d'une égalité des droits, parce que la Pride, je vous l'ai dit, c'est un moment de festif, mais c'est aussi un temps de revendication, parce que il y a encore beaucoup qui doit être fait pour assurer une égalité de traitement de la communauté LGBTQIA+, et donc en général pour la Pride, il y a toujours un petit un thème particulier pour revendiquer pour certains droits et mettre en avant certaines revendications. Voilà, donc c'est en tout cas un moment important. Si vous avez l'occasion d'aller à une Pride, parfois ça peut éventuellement faire peur, on se dit en tout cas c'est une expérience très sympa et on vous encourage. Et si vous voulez venir avec nous à la Pride,
dites-le nous. Voilà, pour Bruxelles, c'est mort cette année. L'année prochaine aussi, Mais il y a la Pride à Paris, il y a la Pride à Amsterdam, il y a la Pride à Berlin, il y a la Pride un peu partout. Il y a la Pride dans les petites villes en France et les plus grosses villes en France. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder et puis allez passer un bon moment, y compris en famille si vous voulez. C'est chouette, ça mange pas de pain. Et non, vos enfants ne ressortiront pas homosexuels si jamais ils ne le sont pas avant de rentrer dans la Pride. Voilà. Pardon, on y reviendra peut-être, mais je voulais remettre cette information aussi sur le... Oui, parce que accessoirement, les enfants qui sont homos, eux vivent dans un monde qui est quand même globalement très hétéro toute l'année, et pour autant ils ne deviennent pas hétéros, donc ça ne se transmet pas par le fait de côtoyer des hétéros ou des homos. On ne leur a dit que assez. Alors, vu qu'on a déjà quand même bien largement éclaté le timing de cet épisode, on vous propose de s'arrêter là pour ce 20e épisode de notre saison 4. Eh bien oui, c'est déjà la fin de ce 20e épisode. On y a mis tout notre cœur, évidemment. Si vous êtes arrivés au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note et ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré. Là, il y a Max qui me fait la tronche parce que j'ai un peu répété ce qu'il a dit avant. Mais c'est pas grave. J'en étais où ? Et un like sur YouTube ou sur Twitter ou un pouce bleu sur Facebook et surtout, partagez. Alors, ce podcast, on vous le redit, est diffusé le lundi tous les 15 jours. Si vous êtes pressé, vous pouvez même l'écouter dès le dimanche soir. Alors, d'ici au prochain épisode, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches. Coloré, Rainbow Flag Power!